Bonjour, de Raymond Barre à Gérard Collomb à Lyon, de François Bayrou à Emmanuel Macron à Paris, collaborateur parlementaire d'Anne-Marie Comparini, députée UDF. Il a rejoint Gérard Collomb au municipal, maire centriste du 5e arrondissement, adoubé par Caroline et Gérard Collomb aux dernières législatives dans la première circonscription du Rhône. Il était le candidat idéal pour reprendre la circonscription à un autre macroniste, Thierry Braillard, plus en odeur de sainteté auprès du maire de Lyon. Un maire de Lyon dont il n'a pas hésité à dire qu'il regrettait sa démission du ministère de l'Intérieur, quitte à s'attirer les foudres du premier magistrat de la ville. Thomas Rudigoz est dans Face à Face aujourd'hui. Bonjour Thomas Rudigoz. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Alors au lendemain de l'attentat de Strasbourg, le temps de l'unité nationale n'a pas duré plus de quelques minutes. Face au terrorisme, une démocratie respectant l'état de droit est-elle désarmée face à des individus comme le tireur de Strasbourg? Non. Nos forces de l'ordre sont extrêmement compétentes et dans quelques heures, j'espère, ou peut-être quelques jours, cet homme sera arrêté. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent dans notre état de droit justement pour lutter contre ce terrorisme, notamment qui ont été décidées il y a peu de temps et votées il y a peu de temps dans le cadre de la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, portée par quelqu'un que nous connaissons bien ici, Gérard Collomb, à l'époque ministre de l'Intérieur, et qui ont donné de nouveaux outils et un nouvel arsenal juridique et en matière de sécurisation et de lutte contre le terrorisme. Mais quand même, un jeune adulte de 29 ans, condamné 27 fois dans 3 pays différents, fiché S depuis 2015, radicalisé sans doute en prison, surveillé de près par la DGSI, qui tue 2 personnes, en blesse plus d'une dizaine, grièvement. Que dire aux familles des victimes aujourd'hui? C'est terrible, effectivement, pour ces familles et pour ces victimes, parce qu'encore certains luttent contre la mort actuellement. Donc, c'est vrai que la responsabilité des politiques dans ces moments-là est complexe. Néanmoins, les forces de l'ordre étaient à quelques minutes près, l'appréhendaient. Donc ils avaient un certain nombre de soupçons sur lui, mais peut-être d'ailleurs qu'ils ne relevaient pas que de motivation terroriste, mais aussi de questions plus qui relèvent de la grande délinquance. Néanmoins, ils étaient à quelques minutes près à l'appréhender. Cela n'a pas marché. Bon, derrière, malheureusement, cet homme est passé à l'acte. C'est très difficile d'empêcher. On a des milliers de fichiers S sur la question terroriste, parce que les fichiers S concernent beaucoup de sujets, et pas juste les fanatiques djihadistes. Mais il y en a des milliers. On ne peut pas mettre un policier derrière chacun de ces fichiers S. C'est malheureux. Et d'ailleurs, cela montre d'ailleurs la problématique du terrorisme. On ne pourra pas lutter que par la répression. Il va aussi falloir, et on le fait déjà, mais il faut continuer dans cet axe-là, à faire de plus en plus de prévention auprès de notre jeunesse. Alors justement, par rapport à ces fichiers S, plusieurs centaines qui vont sortir de fichiers S, qui vont sortir de prison dans les 18 mois à 2 ans qui viennent, que fait-on? Ils vont avoir pour cela, eux par contre, comme ils sont repérés, identifiés par nos services, par les services pénitentiaires, par les services de la justice et donc par les services de la police, eux auront un suivi tout particulier par les services de police. Il y aura justement une application d'un certain nombre de mesures qui ont été décidées en matière d'assignation à résidence. Donc après, il faudra que cela se fasse dans le respect du droit, de la justice, parce que nous sommes dans un état de droit, et ceux qui disent actuellement, dans la précipitation, d'ailleurs de façon complètement démagogique, à quelques minutes de cet attentat, après l'attentat, sans respecter justement les victimes. D'ailleurs, cela a été, je pense à Laurent Wauquiez, qui a eu cette réaction très, très rapide de réagir, et cette mesure qu'il n'arrête pas de ramener sur le débat, de tous les mettre dans des camps dans lesquels on pourrait justement les surveiller. Centres de rétention, oui. Voilà, des centres de rétention. Cela est impossible. Cela est impossible. Il y a beaucoup trop de personnes. Par contre, ceux qui vont sortir, eux, doivent faire l'objet d'un suivi par nos services de police. Alors, on en vient à la grave crise sociale qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. Début décembre, une semaine avant l'intervention du président de la République, vous disiez qu'il allait falloir se remettre, je cite, en question. Pourquoi avoir mis tant de temps à réagir ? Il est clair qu'au plus haut niveau du pouvoir, et à notre niveau aussi, en tant que responsable politique, nous avons sous-estimé la gravité de cette crise. Au début, nous avons pensé que les personnes qui manifestaient, qui étaient nombreuses, à un moment donné, comme ça s'est passé sur d'autres événements, les choses se tasseraient, qu'on pourrait faire certaines annonces pour calmer la colère légitime d'un certain nombre d'entre eux. Malheureusement, là-dessus, nous avons été dans une sous-estimation
du mouvement et de la motivation de ces personnes qui sont, pour un grand nombre, dans une forme de désespoir. Et donc, quand on est dans le désespoir, eh bien, on est prêt à aller très très loin. Et donc, face à ce mouvement qui a pris une ampleur très forte, qui a été dépassé aussi, il ne faut pas les estimer. Vous-même, vous l'avez dit que la colère était ancienne, qu'elle venait de loin. Pourquoi l'avoir ignorée à ce point-là? Alors, à mon niveau, même si j'ai porté un certain nombre de mesures, il faut rester modeste quand on est député. Nous, on est des aiguillons du pouvoir, donc on l'alerte. Pendant tout l'automne, avec d'autres députés, on a porté un certain nombre de mesures à l'Assemblée nationale qui n'ont pas été retenues, sur notamment la CSG pour les retraités, pour que le seuil, le niveau de revenu auquel nous appliquons la CSG soit relevé. J'ai par exemple signé l'amendement d'un collègue, M. Césarini, député du Vaucluse, pour que nous relevions ce seuil de 1 200 € de retraite à 1 600 €. Ce qui veut dire que même le gouvernement et le président de la République n'écoutent pas à ce moment-là, les parlementaires les plus fidèles, les plus proches? À ce moment-là, le gouvernement ne nous a pas suivis et malheureusement, nous avions écrit aussi au Premier ministre avec d'autres parlementaires sur ces questions-là. Nous avions aussi parlé de la problématique des demi-parts de retraite pour les veuves et les veufs. Nous avons aussi interpellé le gouvernement. Nous avons obtenu quand même en partie gain de cause avec Sacha Ollier, qui était à l'initiative de cette démarche auprès du gouvernement, puisque nous n'avons pas obtenu le rétablissement de la demi-part, mais nous avons obtenu l'exonération de taxes d'habitation et de la redevance d'audiovisuel. Donc voilà, à mon niveau, on a fait un certain nombre d'alertes. Malheureusement, effectivement, elles n'ont pas été entendues. Après, je crois que maintenant, il faut voir ce qui se passe actuellement. Il faut voir que le président de la République a fait des annonces très fortes cette semaine, qui aura un coût très élevé pour le budget de l'État. Donc ces annonces-là, je pense, ont été entendues par la majeure partie des Gilets jaunes. Et j'espère qu'on va retrouver une situation plus sereine dans notre pays. Et puis nous allons lancer une grande concertation. Alors on sait que les mesures favorables aux entreprises, elles ont été prises en 2017 avec effet immédiat. Pourquoi celles qui étaient favorables aux particuliers, aux classes populaires et moyennes, n'ont pas été, elles, à effet immédiat? C'est la très complexe et lourde technostructure de notre État. Parce que là, le fameux « en même temps », il n'a pas été respecté. Le président nous l'a redit avant-hier. Il a réuni l'ensemble des parlementaires de la majorité présidentielle, qu'ils soient La République En Marche ou MoDem, et il a dit effectivement que là, il y avait quelque chose que nous n'avions pas respecté par rapport à nos engagements de campagne. Il le reconnaissait et il en portait la responsabilité. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas quelqu'un à se dérober. Et il l'a montré plusieurs fois. Il l'a montré récemment donc, dans son intervention. Il nous l'a redit. Il a porté les responsabilités. Il ne s'est défaussé sur personne. C'est la force de cet homme et je trouve que c'est une de ses grandes qualités. Il a reconnu donc que nous n'avions pas été au rendez-vous et que nous avions peut-être pris certaines dispositions rapidement et d'autres beaucoup moins rapidement et que maintenant il fallait justement réagir. Et c'est pour ça qu'il a appelé à cette urgence sociale que nous devons mettre en place. État d'urgence économique et sociale. Alors les 4 principales mesures annoncées par Emmanuel Macron vont coûter au bas mot 10 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 milliards de déficit de plus. Le chantier de la baisse de la dépense publique attendra encore? C'est même peut-être encore plus que cela, on va voir cela, parce qu'il faut aussi compter des recettes que nous avions préparées, que nous avions programmées dans le budget 2019, avec notamment l'augmentation de la taxe carbone, la taxe donc sur les combustibles, et celle-là, elle est annulée. Ouais. Donc là aussi, 4 milliards. Hein, oui, voilà. Plus. Donc vous comptez 10 et 4, ça fait autour de 14 milliards, 15 milliards. Donc il va falloir par ailleurs, alors il va falloir aussi que nous obtenions, mais ça je ne me fais pas trop de soucis, une certaine forme de clémence de la part de Bruxelles, de la Commission européenne, puisque nous ne respecterons certainement pas en 2019 le seuil de 3% du déficit public. Nous allons certainement peut-être le dépasser de peu, mais nous le dépasserons alors que nous étions plutôt à le tenir. Donc à ce niveau-là, je pense que quand nous avons une telle urgence, quand nous avons une telle situation d'urgence sociale et de colère populaire, il faut aussi, pour l'intérêt de nos démocraties, qu'il y ait une forme de souplesse qui s'adapte. Donc nous aurons certainement cette souplesse. Et après, il faut que nous menions à bien la réforme de notre État, que nous avons commencé à faire, mais qu'il va falloir continuer et peut-être accélérer. Le gouvernement va-t-il devoir encore céder 1 ou 2 mesures supplémentaires, type revenir sur la désindexation des retraites, plus 0,3% de hausse des retraites quand la hausse des prix est de 2%? Est-ce que c'est tenable? Je ne pense pas que le gouvernement, maintenant, après ces annonces très fortes et qui ont été considérées par beaucoup de responsables politiques de tous bords, même un certain nombre de responsables politiques de droite comme les Républicains l'ont dit,
Guillaume Pelletier, qui est numéro 2 du mouvement, a reconnu que le président avait été au rendez-vous. Certains vont faire de la surenchère, on le sait bien, dans les extrêmes, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit Mme Le Pen, qui attisent, qui mettent de l'huile sur le feu, comme on dit. Mais chez les Gilets jaunes, je pense que par rapport à leur revendication initiale, le président de la République a répondu à une grande partie. Alors après, on peut toujours en rajouter. Maintenant, vous parlez des retraites. Ce changement de seuil de la CSG, on va aller jusqu'à 2 000 € pour une personne seule, jusqu'à presque 3 000 € pour un couple retraité. Ça va complètement changer leurs revenus et ils vont retrouver la situation qu'ils avaient avant 2017. Donc je pense que ça sera quand même quelque chose qui va marquer les esprits. Sur l'indexation des retraites, pour l'instant, il n'y a pas eu de telle annonce. Il va falloir aussi qu'on retrouve de la croissance, parce que ce mouvement des Gilets jaunes, aussi légitime soit-il, comme je l'ai dit, par contre, il y a eu des dérapages, des choses inacceptables qui se sont passées. Le président l'a rappelé, par contre. La violence a été utilisée avec beaucoup de force, à Paris, mais dans d'autres communes, au Puy-en-Velay, à Saint-Étienne, pour les communes proches de chez nous. Cela a paralysé l'économie, notamment l'économie commerce, des artisans. Ça va coûter cher. Donc il va falloir aussi relancer la croissance, parce que cette croissance, elle a pris aussi un coup dans l'aile à cause de ce mouvement. Pour revenir ici à Lyon, dès lors que les hausses de taxes sur l'énergie sont annulées, est-ce qu'il faut aussi, ici, supprimer la hausse des tarifs des abonnements TCL, comme le demandent les Républicains, rejoints aujourd'hui par Europe Écologie Les Verts? Il faut qu'on en discute. Moi, je n'ai pas de religion établie là-dessus. Je pense qu'il faut que le débat soit ouvert. On le voit que même quand on... C'est plus 6% de hausse Alors, sur les abonnements. Sur certains abonnements, effectivement, et pas sur le ticket. Le ticket reste identique, le prix du ticket. Néanmoins, sur les abonnements, vous avez raison. Alors, ça a été voté il y a peu de temps sur une programmation sur 2 ans. C'est une question intéressante et je pense qu'elle peut être remise sur la table. Il faudra qu'on en discute avec les autorités compétentes. Avoir ignoré les corps intermédiaires et maltraité les élus pendant 18 mois alors que vous vouliez réformer le pays au pas de charge, est-ce que c'était bien raisonnable ? C'est assez complexe parce qu'à un moment donné aussi, certains de nos concitoyens nous ont dit il faut réformer. Et enfin, on a quelqu'un qui va réformer. Mais il faut réformer rapidement, parce que si vous ne réformez pas rapidement, on s'enlise. Comme l'ont fait d'autres présidents de la République. J'en citerai que 2 de chaque bord de l'échiquier politique. François Hollande, qui a commencé sa grande réforme sur le travail à la fin de son mandat. Et on a vu à l'époque la contestation qu'il a connue, qui a été extrêmement violente également. Ou Jacques Chirac, qui dans son temps également, finalement, a renoncé à certaines réformes. On se rappellera la réforme des retraites, et donc qui lui a cédé à la pression populaire. Le président de la République a été élu pour mener à bien ces réformes. Quand on veut les mener à bien, il faut avancer, et avancer vite. Et ça, c'est fait en concertation. Mais on n'a pas, effectivement, passé des mois et des mois à concerter, à dialoguer. Autrement, on n'aurait pas pu mettre en place la réforme des ordonnances travail. Oui, il y a eu une époque quand même où les corps intermédiaires n'étaient pas considérés comme essentiels. Il faut donc avoir cela en tête. Et puis aussi, il y a certains corps intermédiaires qui ont perdu de leur force, de leur crédit, auprès même de leur base. Je pense notamment aux syndicats. Ce où je crois, alors je pense que sur les syndicats, il va falloir aussi qu'eux-mêmes se remettent en question et se réforment pour qu'ils retrouvent toute leur place, parce que je pense qu'on a besoin de syndicats forts, mais des syndicats responsables, qui soient dans le dialogue et pas dans la surenchère, ce qui est malheureusement le cas de certains comme la CGT, ce qui n'est pas le cas d'autres, mais sur la CGT, on a vraiment ce problème-là. Par contre, il y a d'autres corps intermédiaires où là, je reconnais, et le président de la République, lui aussi, a reconnu son erreur, c'est notamment les élus locaux, et tout particulièrement les maires, mais aussi les départements. Et aussi, d'une certaine façon, aussi les régions. Et là, alors justement, il a annoncé qu'il allait rencontrer tous les maires dans des, on va dire, quelque sorte des états généraux, dans toutes les régions de France. Comment prendre en compte toutes les doléances qu'il va entendre ? Écoutez, déjà, il va faire cette démarche. Nous aussi, nous devons la faire. Il nous a demandé, dans cette réunion que nous avons eue mardi soir à l'Élysée, il a demandé aux parlementaires de s'associer à cette démarche, à cette grande concertation, qui sera basée effectivement sur les maires, mais aussi sur les départements et les régions. Il faut que ce débat soit lancé. Il durera 3 mois. Il va commencer samedi et il durera jusqu'au 15 mars. Et après, une fois que ce débat, et je ne peux pas vous dire ce qui sortira de ce débat, mais il est évident que ce qui ressortira de ce débat, des choses seront retenues. Est-ce que c'était bien utile de rajouter les questions liées à l'immigration, l'identité, alors que ce n'est pas le sujet évoqué par les Gilets jaunes notamment ?
on verra sur ces différents thèmes. Chacun après aussi dans ses territoires mènera. Le but, c'est d'écouter nos concitoyens et nos élus locaux. C'est à eux de nous faire remonter leurs attentes et on verra. Ce que peut-être a voulu dire le président de la République aussi, c'est que le débat, il n'y a pas de tabou. Tout est ouvert. Vous évoquiez les syndicats. Quand Laurent Berger fait ses offres de services de négociation et qui se fait renvoyer dans C22 par Édouard Philippe, on voit quelques jours après que c'est Emmanuel Macron qui le rattrape par la manche. C'est révélateur de vraies dissensions au sein de l'exécutif entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Non, il n'y a pas de dissension. On l'a vu, d'ailleurs, le président n'a pas limogé le Premier ministre. Donc la confiance reste avec le Premier ministre. Il laisse annoncer des mesures au Premier ministre et il appelle son ministre de l'écologie derrière pour. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pu avoir. C'est pas ça qu'il faut dire. Il y a pu avoir quelques problèmes de communication. Néanmoins, il n'y a pas de dissension entre eux. La confiance reste entre les deux. Ce que vous dites sur l'offre de service de M. Berger, c'est effectivement très dommage qu'elle n'ait pas été saisie au vol à ce moment-là où nous étions dans ce début de crise qui commençait à s'amplifier. Et je pense qu'il y a eu une erreur là de la part du. Je regrette que le gouvernement n'ait pas saisi la main tendue par le responsable de la CFDT. Un pur produit de la technocratie, jamais élu local, comme Emmanuel Macron, est-il sincère quand il parle de décentralisation ? Emmanuel Macron est quelqu'un d'extrêmement sincère. Et moi, encore une fois, je crois en notre président de la République. Et donc, après, il est clair que sur sa formation, c'est quelqu'un qui est, au départ, je pense, avant tout un jacobin. Donc, cette évolution qui est une évolution personnelle qu'il doit mener pour être un girondin. Mais je crois qu'il est sincère, oui. Alors, je l'ai évoqué en début d'émission, vous avez regretté la démission de Gérard Collomb du gouvernement voici 2 mois. Force est de reconnaître que de son point de vue personnel, il a bien fait. Il a peut-être eu une bonne vision des choses, je ne sais pas comment, ou une certaine clairvoyance. Néanmoins, on savait que Gérard Collomb, depuis longtemps, l'avait dit dès le départ, qu'il ne ferait pas l'ensemble du mandat. Il était là-dessus, on connaît son attachement à Lyon. Il aime cette ville, il le dit souvent, donc on savait qu'il reviendrait. Cela n'empêche, vous l'avez dit au début de votre propos, que je regrette que cela soit fait dans ces conditions-là. Alors ces propos, ces regrets que vous avez exprimés vous ont valu d'être traité d'ingrat par des proches de Gérard Collomb. Sans son appui décisif en 2017, seriez-vous député aujourd'hui ? Non, je n'aurais pas été député sans l'appui décisif de Gérard Collomb, bien évidemment. Mais si on est dans une relation de confiance avec quelqu'un, et cette relation date d'avant. Moi, j'ai mené un certain nombre de combats avec Gérard Collomb sur les élections municipales, sur des élections cantonales, sur des élections législatives à l'époque, quand il m'avait demandé de soutenir mon prédécesseur. Donc, on a mené un certain nombre de combats. Mais si on a le droit à aucune critique, ce n'est pas non plus le propre d'une confiance. Alors justement, quand on a confiance en quelqu'un, il faut aussi accepter que cette personne puisse vous faire part de ses critiques. Et ce que je lui ai fait, d'ailleurs, après, dans une discussion que nous avons eue tous les deux, et j'ai pu lui faire part d'un certain nombre de remarques que j'avais à lui faire. Alors justement, au-delà de cette critique à peine voilée, pensez-vous que la candidature de Gérard Collomb en 2020 est la candidature de trop ? Je n'ai pas envie de parler de municipal en ce moment. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de municipal. Je sais bien que les observateurs de la vie politique lyonnaise et d'ailleurs... Non, c'est pas que ça ne m'arrange pas, mais je crois que la situation est beaucoup trop grave pour qu'on commence à vouloir déjà à parler d'élections. Il faut déjà qu'on ramène le calme dans notre pays. Parce que, je veux dire, nos concitoyens aussi, dans cet avertissement, dans cette colère qu'ils ont montrée, c'est une défiance de la vie politique dans son ensemble. Et ceux qui croient qu'ils pourraient y échapper parce qu'ils sont plus malins, parce qu'ils sont plus populaires, ils se trompent. Cette défiance que nous avons eue, moi, mon objectif actuellement, c'est de mener à bien cette concertation auprès de nos concitoyens. On sait que les relations entre les députés de la République En Marche et la référente En Marche dans le Rhône, Caroline Collomb, sont compliquées. C'est ça qui vous dérange aussi, le poids du couple Collomb à Lyon ? Ça, c'est autre chose. Vous me parliez de Gérard Collomb. Donc, j'estime que ce n'est pas parce qu'il m'a fait confiance à un moment donné que de lui faire des critiques, ça serait lui être infidèle.
Voilà, je n'ai pas cette relation-là. Sur le rôle de Caroline Colomb, alors vous me parlez maintenant de sa candidature, c'est une autre personne. Sur le 5e arrondissement, par exemple. Je ne sais pas si elle est candidate dans le 5e arrondissement. Ça vous dérange, ça vous fait plaisir, ça. Mais ça c'est les petites choses que vous aimez alimenter, vous les journalistes. Vous faites votre travail, hein, je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Mais je ne sais pas ce qu'elle veut faire, Madame Colomb. Son propre mari m'a dit que finalement, ce qu'elle aimait avant tout, c'était aussi sa fonction professionnelle de juge administrative. Alors bon, moi je ne sais pas qui dois-je entendre le plus. Après, elle est responsable du mouvement, ça c'est sûr qu'elle a cette responsabilité-là. Et moi d'ailleurs, je lui ai déjà avec d'autres collègues dit et écrit, nous souhaitons que dans ce fonctionnement-là du mouvement, parce que c'est ça aussi qui m'importe, les députés et les grands élus de ce mouvement soient plus associés à la vie de ce mouvement, et tout particulièrement en ce moment où nous connaissons une crise démocratique, sociale, comme sans précédent quasiment depuis les 50 dernières années. Donc nous devons tous de tirer dans le même sens, nous sommes membres du même mouvement. Alors il lui appartient d'ailleurs donc de nous associer, les parlementaires, les grands élus, à la vie de ce mouvement pour le faire fonctionner au mieux. Et pour les élections à la métropole de Lyon, quel est le meilleur chef de file, David Kimmelfeld ou Gérard Collomb? Mais je ne vous répondrai pas plus, Jean-Pierre Vacher. Je vous ai dit que je ne veux pas parler d'élections actuellement. Ce n'est pas la préoccupation de nos concitoyens. Il viendra le temps des élections. Vous citez une autre personnalité qui est un ami, qui est David Kimmelfeld, qui est un homme politique de premier plan, qui aura un rôle à jouer de premier plan, selon moi, dans les prochains temps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Gérard Collomb, quand il a quitté à la fois la ville de Lyon, mais la métropole pour exercer ses fonctions de ministre de l'Intérieur, a confié la présidence de la métropole à David Kimmelfeld, dont il connaissait les qualités à la fois humaines et politiques et techniques. Donc David Kimmelfeld aura certainement un rôle à jouer dans les prochains temps, mais ce n'est pas le temps de se répartir les postes. Vous voulez pas parler des municipales, on va parler des européennes. Un premier sondage qui vient donner le Rassemblement national en tête, à 24%, et la République en marche qui recule à 18%. C'est la première fois que les courbes se croisent. C'est le scrutin de tous les dangers pour la majorité. Ça sera un scrutin difficile. Qui va encore une fois, comme très souvent aux européennes, être dévoyé. Enfin, certains vont essayer de le dévoyer pour en faire un scrutin national. On peut s'attendre à nouveau à ce type de pratique, encore plus peut-être maintenant, vu la situation politique dans notre pays. Nous allons mener cette campagne avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de passion pour l'Europe, parce que le parti La République En Marche est vraiment, avec le MoDem, ce sont les deux grandes forces politiques qui représentent au mieux les valeurs européennes et la défense de cette Europe que nous devons également sauver, parce que certains essayent effectivement de l'attaquer. Alors justement, est-ce que la voix d'Emmanuel Macron peut encore porter en Europe après la crise qu'on vient de connaître et l'état de nos finances publiques? Bien sûr qu'elle continuera à porter. Il garde la confiance de la plupart des dirigeants européens, enfin ceux qui sont pour la construction du même type d'Europe, parce que d'autres, effectivement, veulent une Europe qui se repliera sur les nations et sur une certaine forme d'idéologie nationaliste. Je ne vais pas citer de pays pour ne pas créer des tensions. Mais on aura un président de la République qui continuera à porter fort la parole européenne. Allez, il ne nous reste plus que 2 minutes, on s'intéresse aux réseaux sociaux. Et je voudrais évoquer avec vous, Thomas Rudigo, cette vidéo des lycéens de Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains sur la tête. Est-ce qu'elle vous a choqué? Ou est-ce que vous dites, comme Ségolène Royal, ça ne leur fait pas de mal, ces jeunes, compte tenu de ce qu'ils ont fait avant? Non, elle m'a choqué, parce que ça montre des images d'une autre époque, ça montre des images d'autres pratiques, plus des choses qui relèvent de périodes de guerre, où il faut vraiment neutraliser des personnes et s'assurer qu'ils... Donc, elle m'a choqué. Néanmoins, je refuse de rentrer dans la polémique comme le font certains médias aussi, dans la situation actuelle. Il ne faut pas oublier quand même aussi que nos forces de l'ordre font un travail extraordinaire pour sécuriser ce pays, sont mis à rude épreuve. Je tiens... C'est ce que disait Ségolène Royal, compte tenu de ce qu'avaient vécu les policiers, mais il faut qu'ils se comprendre. Il fallait qu'ils les neutralisent, parce que dans ces jeunes-là, il y avait certainement des grands fauteurs de troubles, mais d'autres qui étaient, à mon avis, des jeunes, ils n'étaient pas tous des délinquants en puissance. Donc, autant peut-être que s'il y avait eu quelques fauteurs de troubles, qu'on leur fasse une pratique de neutralisation particulière, pourquoi pas. Mais tous ces jeunes-là, comme ça, l'image était forte, était choquante. Mais néanmoins, ne transformons pas non plus la chose tout d'un coup en pointant du doigt les forces de l'ordre qui en prennent plein la figure, au propre et au figuré actuellement. Et ceux qui voudraient détourner le débat pour dire « regardez les forces de l'ordre en France qu'elles font », c'est scandaleux aussi. Allez, on finit par un peu de politique fiction à présent. Je
et je voudrais, vous ne vouliez pas parler de prochaine municipale, on va en parler. En 2020, au nom de la limitation du cumul des mandats, Gérard Collomb impose sa femme Caroline comme tête de liste dans le 5e et ne vous propose pas de place éligible à la ville et à la métropole, vous soupçonnant d'être trop proche de David Kimmelfeld. En 2022, avec la réduction du nombre des députés, Hubert Julien Laferrière sauve sa peau législative, pas vous. Vous n'avez plus de mandat électif, fin juin 2022. Que faites-vous? Eh bien, j'irai dans le privé. Je travaillerai dans le privé. Des fois, j'y pense, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans la vie publique et dans la vie politique. Et j'ai eu de très courtes périodes dans la vie privée. Donc, des fois, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Et je sais qu'à un moment donné, j'irai dans une autre vie, une autre activité, qui ne sera plus la politique. Là, j'ai actuellement 47 ans, bientôt 48 ans. Je pense que ça sera, voilà, si c'est ce qui se passe, ça sera le moyen de me reconvertir. Il y a forcément une vie après la politique. Heureusement. Très bien. Merci beaucoup, Thomas Rudigo, d'être venu dans Face à Face. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir. Merci, Jean-Pierre.